On va vous tester solidement ce midi avec vos connaissances historiques. Bien, merci de vous être déplacés. Je me présente, Guylaine Demers, professeure à l'Université Laval et directrice du laboratoire de recherche ProFemmes pour la progression des femmes en sport. Et bon, je ne me considère pas une ex d'Égal Action. Je pense que je suis encore Égal Action pas mal. Alors voilà, et je suis accompagnée de mon amie de toujours. Sylvie Béliveau, je suis directrice équité des genres à Égal Action, puis on souhaite la bienvenue. On collabore avec le Lab ProFemmes. Pour ces Midi Curieux, c'est le troisième, merci Anne-Marie. On a des membres du Lab, fait que bienvenue. Oui, alors je salue Lou, Anne-Marie et Ève qui vient de terminer et que tous ceux qui pouvaient aujourd'hui ont mis leur gilet de la victoire. Nous, on s'est couchés parce que là, un matin, on dit là, il faut avoir l'air un peu présentable ce matin. Fait qu'on va quand même se forcer un peu, là, c'est ça. Alors, vous n'êtes pas sans savoir, j'espère que Galaxion fête ses 25 ans cette année, ce qui est assez incroyable. On était des petites jeunesses hein, dans le temps. Et on a lancé l'idée, en fait, initialement, ça devait avoir lieu au mois de mars dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez la belle température que nous avons eue, que tout a foiré, mais c'est pour le mieux, dans le fond. On a une bien plus belle journée aujourd'hui, chaude, ensoleillée, mais il n'y a pas de verglas, c'est déjà ça. Et la question, en fait, après 25 ans, de dire, ben c'est quand est-ce qu'Égal Action, à quand la fin d'Égal Action? Est-ce qu'on est voué à un avenir éternel ou un avenir à court terme, etc. Alors, on va explorer ça avec vous aujourd'hui. Puis nos grands chemins qu'on va prendre, on va parler de l'histoire, toujours dans cette optique de l'importance de savoir et de comprendre d'où on vient, ce qui explique beaucoup de choses par rapport à où on est, mais surtout où est-ce qu'on veut s'en aller, qu'est-ce qu'il y a devant nous pour le futur. Alors, Sylvie va, d'ailleurs, je voulais souligner le travail de Ève qui vient de tenir sa maîtrise avec nous au lab et qui a travaillé beaucoup sur l'historique d'Égal Action. Alors, Sylvie, elle a plein de matériel. En fait, on s'est dit qu'on aurait pu passer la journée sur les 25 ans d'Égal Action, certainement. Fait qu'on a squeezé un peu le citron, mais quand même l'importance de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ces 25 années-là. Les inégalités qui résistent, alors on n'a pas dit qui existent, mais qui résistent, et c'est volontaire, parce qu'on va voir qu'il y a de la résistance encore. Le chemin devant nous, puis évidemment, toujours des périodes de questions. Vous allez voir dans le cadre de la rencontre, à certains moments, je vais vous demander de prendre votre sel pour scanner un code QR, la fameuse façon. Puis, est-ce qu'on voulait commencer avec la première question, au-delà de nous vous présenter qu'est-ce qu'on pense qui sont les grands moments? Alors, pour vous, quels sont les moments marquants de l'histoire? Et vous pouvez le voir dans une perspective internationale ou vraiment plus locale, Québec-Canada, à votre convenance. Alors, on va regarder un peu qu'est-ce qui va sortir et on pourra faire des liens. Bon, là, vous avez des questions sur la table qui vont peut-être vous inspirer, mais spontanément, si on vous demande quels ont été ces moments-là au-delà de la création des Galaxions, bien sûr, mais vous pouvez l'écrire, mais quels seraient ces moments? Les ligues professionnelles, super. Là, vous pouvez faire des fautes de français et on ne sait pas qui écrit. Ne stressez pas avec ça. Stressez pas avec ça. Les premières dans tout. J'aime ça. Je ne sais pas si ça continue à... Oui. NB, c'est-tu Nouveau-Brunswick ou non? Non. Ben non. Mm-hmm. Encore une petite minute.
Rick. Je sais pas s'il y en a qui ont vu le film. Là. Le film n'était pas très bon, mais quand même. Super. Bien, merci beaucoup. Fait qu'on voit que dépendamment de notre position, de notre historique personnel, il y a certains événements qui nous ont marqués plus que d'autres. Puis si on se pose la question, en fait, quand on pense qu'est-ce que c'est que l'histoire, bien, il y a 4 grandes caractéristiques qu'on pourrait dire qui nous fait identifier certains moments comme historiques. Alors, ce sont des événements significatifs et ça peut être, comme je le disais, d'un point de vue très personnel ou de notre organisation. Des ruptures, des tournants, donc vraiment des choses qui ont cassé, qui ont arrêté pour qu'on puisse changer de direction et faire mieux. Des dates qui deviennent des repères. Alors, on parle de 2024 pour les Jeux olympiques. Cette date-là, je pense qu'elle va rester. 1972, le Titan IX aux États-Unis qui a changé de façon dramatique la participation des athlètes au niveau universitaire, des athlètes féminines. Puis des moments vraiment qui, lorsque ça arrive, ça nous fait carrément changer de trajectoire. Et on a fait un petit wrap-up, Sylvie et moi, très succinct, on s'entend là, de l'histoire. Le premier, c'est qu'on voulait vraiment spécifier l'impact des Jeux olympiques. Alors, les Jeux olympiques, ça reste l'événement le plus important sur la planète. Et quand il se passe de quoi au niveau olympique, ça a des répercussions sur ce qui se passe dans d'autres fédérations, dans d'autres pays, etc. Alors, bref survol, alors en 90, première participation officielle des femmes, parce qu'on se rappelle que notre super Peter, il ne voulait pas de femmes, mais en 90, il y en a toujours bien eu 22 quand même, sur 997, qui étaient en tennis et en golf. 92, alors là, on voit qu'on fait un méchant step, 1922, pardon. Là, Alice Milia, si vous ne la connaissez pas, puis là, ça va vous donner une réponse. Je vois du monde qui répond à la question. C'est ça, clever, très brillant. Donc, comme le CIO boquait vraiment, sommes-nous surpris, à vouloir admettre des femmes dans plus de disciplines et qu'il y ait carrément juste plus d'athlètes féminines, Alice Milia a démarré de son côté les premiers Jeux mondiaux féminins qui ont eu un succès fulgurant. Alors, il y avait vraiment il y a des événements où on avait au-delà de 20 000 personnes qui venaient assister à ces compétitions-là. Et ça a mis une pression sur le CIO parce que là, ils se sont dit, wow, minute, là, c'est pas vrai qu'il y a quelqu'un d'autre qui va partir, une grosse affaire internationale pour les femmes. Alors, le move d'Alice Milia a fait en sorte que le CIO a commencé à faire de la place aux femmes et c'est vraiment grâce à cette femme-là. Puis d'ailleurs, il y a une bande dessinée qui est sortie sur son histoire qui est vraiment intéressante. Alors, si vous tombez là-dessus, là, ça vaut la peine de lire ça. On arrive en 28. Enfin, l'athlétisme et la gymnastique sont intégrés au CIO, mais là, on a les épreuves du 800 mètres. Il y a des femmes qui arrivaient après le 800 mètres, qui tombaient à genoux. Je ne sais pas si vous avez déjà couru un 800 mètres, là, aérobie analactique, c'est dégueulasse, tu veux vomir, là, tu ne peux plus. Bref, donc il y a des femmes qui tombaient, tout ça. Alors là, wow, minute, les femmes sont bien trop fragiles, on arrête ça. Alors là, les femmes, on va les garder au 100 mètres, aux 200 mètres d'attitude. Et ça a pris 32 ans avant qu'on ramène les 800 mètres pour les femmes. Alors, en 28, il y avait droit, puis là, on trouvait qu'il était trop fragile, on enlevait ça. On arrive en 48. Alors, Fanny Blankers-Cohen, puis même nous, en faisant l'exercice, on a appris des noms de femmes, puis on se dit comment ça se fait qu'on ne connaît pas ces femmes-là. Et on était surnommée la ménagère volante, ce qu'on a trouvé bien rigolo, parce qu'elle a gagné 4 médailles d'or en athlétisme et, surprise, elle est mère de 2 enfants. Et ce moment-là, en fait, a amené beaucoup de gens finalement à dire, bien, c'est-tu coudonc, tu peux avoir des enfants puis être encore une super athlète, là, c'est pas, ta carrière ne se finit pas, puis ça se peut que tu puisses continuer. On arrive en 1984, alors un autre gap de 40 ans avant que ça commence à bouger. Et c'est là où les femmes sont admises au marathon pour la première fois. Et c'est Joanne Benoît qui a gagné le marathon. Et c'est aussi la première fois de l'histoire qu'une femme d'un pays musulman gagne une médaille d'or aux Olympiques aux 400 mètres haies. 91, ça aussi, ça a été déterminant pour le sport féminin. Alors, à partir de ce moment-là, toutes les fédérations internationales qui demandaient d'avoir un nouveau sport inclus, ils devaient obligatoirement avoir la version féminine, sinon c'est un refus automatique. Alors, à chaque fois qu'on a un nouveau sport, ça prend pendant
féminin ou que ce soit uniquement des épreuves mixtes, ça pourrait arriver, mais il faut qu'il y ait le pendant féminin. 2012, alors pour la première fois, toutes les délégations ont des femmes. Puis là, on a dit même le Qatar et l'Arabie saoudite, qui sont des pays où les femmes n'avaient même pas le droit de faire de sport. Et la boxe est incluse, ce qui fait qu'à partir de 2012, tous les sports sont ouverts aux hommes et aux femmes. Pas toutes les épreuves, mais tous les sports. Alors vraiment, ça a été quand même un jalon important. Puis en 2024, on l'a célébré en masse, mais parité numérique exacte. Dernier élément de chiffres un peu riche, ça c'était les Olympiques. Si on regarde maintenant des moments de notre histoire de femmes et sport qui ont marqué, alors si on arrive 40-60, là on commence à voir des fédérations féminines qui voient le jour. Puis dans ces années-là, c'était très typique qu'il y ait une fédération féminine et une masculine. Donc, les femmes n'avaient pas de place du côté masculin, elles se sont prises en charge et ont développé ou mis sur pied, pardon, leur fédération. En 67, si vous vous rappelez de cette fameuse photo de Catherine Switzer qui voulait, et en fait, elle s'est inscrite, puis d'ailleurs, vous avez aussi une question là-dessus. Donc, elle s'est inscrite, évidemment, pas avec son nom de Catherine parce qu'elle n'aurait pas pu, c'était interdit aux femmes. Et pendant la course, donc, il y a des gens qui ont voulu carrément la sortir de la course, mais elle l'a fini quand même. Mais ça a fait beaucoup les manchettes et ça a fait parler énormément. Alors, ça a été un moment quand même marquant. J'en ai parlé tout à l'heure, le Title IX aux États-Unis. Donc, c'est cette loi-là, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, qui obligeait, en fait, quand la loi 9 est sortie, le fameux Title IX, il n'y a personne au gouvernement qui avait anticipé que les gens du sport prendrait cette loi-là. Parce qu'en fait, ce qu'elle disait, cette loi-là, c'est que comme c'est de l'argent public qui va dans les universités, alors à chaque fois qu'on met de l'argent dans les universités, bien, il faut que cet argent-là soit réparti équitablement, donc au prorata. Si j'ai 50 d'étudiantes de filles et 50 de gars, bien, si je vous donne 1 million, bien, c'est 500 000, 500 000. Il y a des femmes très wise qui ont dit « Ouais, le sport universitaire, c'est dans l'éducation, c'est dans le système. » Ce qui fait que cette loi-là a obligé, donc si on mettait 200 000 en sport masculin, bien, il fallait mettre 200 000 pour le sport féminin. Et ça a fait exploser donc la participation des filles parce que tout à coup, on avait plein d'équipes sportives féminines qui devaient voir le jour, qui étaient obligatoires. La contrepartie de ça a été au niveau du leadership. Donc, avant 72, il y avait à peu près au-delà de 90% des équipes féminines qui étaient coachées par des femmes. Parce qu'évidemment, les gars ne voulaient pas aller là. Parce que c'était pas intéressant, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de soutien, il n'y avait rien finalement, tu sais, fait qu'il n'allait pas là. Mais à partir de 72, quand là, le sport féminin s'est mis à être financé, ce qui veut dire que comme coach, tu pouvais avoir un salaire intéressant, bien là, les gars se sont mis à appliquer. Puis, alors maintenant, aujourd'hui, on a 44% des équipes féminines qui sont coachées par des femmes. Donc, on est passé au-delà de 90 à 44. Fait que ça a été le côté moins givré du Title IX, mais qui a quand même eu c'est vraiment marquant. En 73, qui n'a pas entendu parler de Battle of the Sexes? Alors, Billie Jean King, qui déjà très, très tôt était très féministe, puis elle s'affirmait, et qui a battu, si vous voyez des documentaires là-dessus, Bobby Riggs était vraiment arrogant, c'était épouvantable, mais fait que ça a été un beau moment, une belle victoire de Billie Jean. 82 000, alors là, on commence à voir la professionnalisation. Fait qu'on le sait, juste en hockey, on a eu des tentatives. En soccer, il y a eu des tentatives. Mais là, on commence quand même à parler du sport professionnel plus flagrant, tennis, golf au départ. Le soccer qui a été suivant. 2015, j'ai eu le bonheur d'être là grâce à Sylvie. D'ailleurs, j'avais des tickets de VIP, fantastique. La Coupe du monde de soccer féminine qu'on a reçue au Canada. Donc, stade olympique, 55 000 personnes pour voir un match de soccer féminin. Je capotais ma vie. C'est vraiment quelque chose. 21, on gagne l'or. Donc, en sport, que le Canada gagne une médaille d'or en sport co, à part le hockey. Le hockey, on sait, c'est notre région. Donc, un sport d'été, c'était vraiment exceptionnel. Et en 2022, on a une première femme qui a arbitré un match de la FIFA du côté masculin. Alors, c'est vraiment fait qu'on voit il y a des barrières qui tombent, on en brise, on en défonce des murs. Et le dernier point, oui, je veux juste ajouter, avant de changer la diapo, parce qu'il y a des précédents à ça, il y en a qui m'entendent pour la Xème fois, là, mais le précédent pour qu'une femme se retrouve en Coupe du monde au Qatar,
c'est que quelque part en 99, quand on dit une succession d'événements et de décisions, en 99, la Fédération internationale annonce que les matchs seront arbitrés que par des femmes uniquement. Ce n'était pas le cas avant. Donc, venait avec ça du développement, de l'accompagnement du mentorat, etc. Donc, les femmes étaient vraiment préparées, il n'y a pas eu d'enjeu. Mais il y a des décisions qui font que plus tard, on se retrouve avec une femme et plus parce qu'il y avait les groupes de 4, ça dit quoi en soccer? Là? Je perds mon mot, mais moi, c'est quoi 12? Ouais. 4 arbitres qui sont assignés à un match masculin. Fait qu'il y a des précédents à ça. Puis là, maintenant, récemment, on ne l'a pas écrit, mais la FIFA qui décide que les équipes doivent être maintenant encadrées par au moins une femme dans l'équipe technique. Donc, les équipes féminines, oui. On s'entend. Oui. Il ne faut quand même pas... Pour éventuellement. Ben oui, hein? Ouais. Merci. Et le dernier petit point sur l'historique, c'était plus des initiatives qui, au-delà depuis l'apparition des Galaxions, où on a eu le Gala Femmes d'influence qui a été aussi un moment marquant pour mettre le spotlight sur toutes ces femmes qui font tellement de travail dans l'ombre et qui sont rarement ou sinon jamais reconnues. Filles actives en 2007, le parcours de la relève de HEC qui est en 2019 et le Lab qui est venu au monde en 2022 pour justement documenter ce qui se passe au niveau du sport féminin ici au Québec. Alors ça, c'est une espèce de... L'examen est à 3h moins quart. Donc, ça, c'était plus sur sport en général. Et maintenant, Sylvie va plonger pour Égale Action. OK. On vient d'écouter, d'entendre l'histoire. Puis on s'entend, tout le monde, l'histoire, c'est du passé. D'accord avec moi? Quand on parle d'organisation et de la mise en place, peu importe qui vous êtes, puis j'aimerais ça que ça fasse un peu écho chez vous, c'est qu'une organisation va se projeter dans le futur. Bien qu'on parle de 25 ans d'Égale Action, on sait qu'on est au niveau de l'histoire. Ce sont des faits, c'est le mouvement qu'on peut écrire. C'est un courant naturel. Si on ne change pas le cours des choses, il va avancer à sa propre vitesse. Quand on est dans une organisation, ce qui nous a habité dès le départ, c'est la notion de construire et d'imaginer le futur pour que cette trajectoire-là prenne un ascendant différent de ce qu'il y aurait eu sans la part de personnes qui réfléchissent à cette transformation-là. Guylaine l'a mentionné, quand on parle d'histoire, succession d'événements, on les a nommés, là, des ruptures, timeline, dates qui deviennent des repères, les moments qui changent une trajectoire. Quand on parle d'organisation, ben oui, après 25 ans, c'est sûr qu'on peut aller rechercher la date de fondation, ses grandes réalisations, ses projets structurants, ses partenaires clés, reconnaissance, puis peut-être 2-3 trucs de plus. Mais on se construit une identité. Fait que quelque part... Il a effacé. Je pense... ouais. J'allais trop vite. Ouais. Okay. Fait que quelque part, on se construit une identité. Une identité, mais qui ne cesse pas, quelque part, de construire. On est toujours dans se projeter vers le futur, qui se transforme. Je suis retournée voir. Écoutez, regarde, j'ai pris un screenshot, là, c'est vraiment des papiers à l'époque, en 2002. C'est pas vrai, on a des scans dans nos fichiers. Mais lundi 7 janvier 2002, on est constitué à cette année-là, à Montréal, au Parc Jarry, il y a un débat de fond sur si on se projette dans le futur, à partir de la lecture du passé, à quoi on veut ressembler. Quand je dis que j'aimerais que ça fasse écho, c'est que toutes les organisations peuvent se placer dans cette situation-là où on se projette, où on essaie de voir qu'est-ce qu'on veut devenir, qui on est, qu'est-ce qu'on veut devenir. Donc, dans nos archives, on se disait, avant d'avancer, donc on disait, OK, il y a déjà le démarrage, la mise en place, et on se pose nos premières questions un peu à partir de l'histoire. Est-ce qu'on reconnaît des injustices? Quand on dit de l'histoire, mais aussi du moment. Du moment, ça veut dire que tout de suite, dans le moment présent, pendant qu'on discutait, on pouvait nommer des éléments qui étaient près de nous en ajout à l'histoire. Il y a un refus, quelque part, que ça continue comme ça. Ensuite, bon, c'est sûr qu'on se dit, OK, bon, on va se donner une mission. Si on va vers ça, on refuse. On mobilise des ressources. Puis, j'aime bien la dernière phrase, c'est qu'on va provoquer volontairement les transformations dans les mentalités, les pratiques et les institutions. Bon, déjà, on était dans cette posture-là. On s'est posé la question sur
c'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut faire? Bon, pourquoi l'association? Comment on va s'appeler? Tu pars à zéro, la page est blanche. Mais comment on va s'appeler? Est-ce qu'on va, nous, accepter? À l'époque, on se posait la question, est-ce qu'on est féministe ou pas? Qu'est-ce que ça signifie d'être féministe? Puis est-ce qu'on est prête à porter, je vais utiliser le mot étiquette, cette étiquette-là. Quelle image on veut projeter? On avait déjà dans l'histoire des groupes de femmes. Est-ce qu'on veut ça? On veut autre chose? Il y avait l'Association canadienne pour l'avancement des femmes dans le sport et l'activité physique, qui est maintenant Femmes et Sport au Canada, avaient déjà leur posture. Fait qu'on pouvait se comparer, puis on pouvait aussi se construire à partir de notre propre image. Quel type d'association? Est-ce qu'on veut être avant-gardiste, proactif? Est-ce qu'on veut un nouveau modèle de gestion parce qu'on voyait les autres organisations fonctionner? Et finalement, le nom. Puis à l'époque, le mot avancement choquait. Et là, je reviens, on ne l'a pas mis parce que ça ne se met pas là. C'était l'AQS, l'Association québécoise pour l'avancement des femmes dans le sport et l'activité physique. As-tu oublié les lettres au Québec? Ouais. Hein? En tout cas, c'est ça. Non, mais c'est sûr, au début, on n'avait pas de nom, on voulait juste exister comme groupe et comme mandat et mission, plus que comme nom. Mais à travers les gens qu'on consultait, il y avait cette notion-là de questionner le mot avancement, ce qui choquait. Qui est la clientèle visée? Tout le temps, hommes, femmes, les deux, pour le bénéfice de qui? Et puis, je les laisse parce que c'est des questions qu'on peut, encore une fois, se poser, vous, dans un processus, parce que c'est un processus. Au service de qui? Est-ce qu'on dessert tout le monde? Déjà, on avait activité physique, sport au début. Donc, est-ce qu'on continue dans cette veine-là? Est-ce que c'est les garçons, les filles, etc. Le membership, est-ce qu'on en a? C'est qui? Les membres du CA, je vais les voir plus tard. Les secteurs représentés, municipal, provincial, scolaire, affaires, etc. Est-ce qu'on a des employés, de la permanence, etc. Quand? Donc, la vision à court terme, la vision quand on va se déployer et déployer nos services. Ce que j'aime, c'est celui à long terme parce qu'on est 25 ans plus tard. Donc, le 7 janvier 2002, on a écrit à long terme, démontrer les résultats aux partenaires. Pouce en l'air, l'avez-vous vu voilà. Ajouter des services si nécessaire. Oui, hein? OK. Que les organismes se tournent vers l'association de façon automatique. Pas pire aussi. OK. Viser à ce que la notion de les femmes au même pied d'égalité devienne un réflexe pour les organismes et que l'association n'ait plus à cogner à leur porte. Et ça revient à notre point de départ où on a dit peut-être qu'on n'existerait plus. C'était ça le but au départ, de dire hey, ça serait-tu cool que ça soit tellement imprégné que cette existence-là, finalement, elle n'a pas lieu d'être. Là, je n'ai rien inventé, hein? Je suis allée chercher les documentations d'il y a longtemps. Il y avait le comment, jusqu'où on est prêt à aller. Là, la CAFSAP. Ah, on l'a, là, hein? Ah, ouais. OK? Annie, nouvelle image de Mars? Ça fait... on revient. J'aime ça, j'aime votre imagination. La place du ministère, la structure de l'association. Fait que toutes les questions étaient posées, structure de vote, politique, l'argent, l'environnement. Il y en a, hein, des questions avant de se lancer. Fait qu'au départ, on s'entend, la mise en place, c'était déjà tout ce questionnement-là. Puis moi, là, j'ose me retourner vers Kim, qui est là depuis 1 an et presque et demi. Vous direz ça? 1 an. Puis on se pose encore probablement les mêmes questions, mais dans une autre époque, à 25 ans plus tard. Puis probablement que 15 ans après, on s'est posé les mêmes questions pour voir on en est où, qu'est-ce qu'on veut, on se projette dans le futur, bien qu'on puisse écrire l'histoire. Fait que dans l'histoire, si on dit 25 ans, 2001-2009, l'identité, qui on est, je viens de la nommer, comment on a procédé. On avait des formations dès le départ, ce qui est là aujourd'hui et qui était là au départ. On en faisait déjà, Guylaine et moi, à l'extérieur, moi au sein du soccer. Les gens disaient « Ah, viens faire une présentation, comment coacher les filles ». Fait que quelque part, ça a migré vers Égal Action.
Puis, ça a desservi une plus grande clientèle qui se retrouvait sous cette organisation-là, Égalaction. La notion de passation des responsabilités dans ces années-là où le ministère allouait du financement, mais allouait du financement aux clubs, aux fédérations, puis sans vraiment faire du suivi ou même de voir à l'imputabilité de ces projets-là. C'est revenu au niveau des Égalaction. Mise en place du Gala Femmes d'influence, plus connu aujourd'hui. C'est 20 ans l'année passée, donc ça a démarré en 2005. Puis on avait le projet Mentor Active. Mais tout ça, là, toutes les questions qu'on s'est posées en groupe, c'était avec 3/4 d'une employée. C'est tout ça? Oui. Ou la moitié? 3/4. Oui. Ouais. Donc, 3/4 d'une employée pour faire avancer une organisation. Puis là, j'ai dit 2001-2009, et vous allez le voir plus tard, notre première DG, jusqu'à quand elle était là. Et, Guylaine, parce que c'est toi qui dis ça, là. Au début, là, on était comme un caillou dans le soulier. Je tourne la diapo, mais je te laisse. Oui, en fait, puis Hélène, je vais vous laisser lire ça. C'est un vrai courriel que j'ai reçu d'une personne qui travaillait dans une université au Québec. Donc, c'est pas... et qui était tout à fait confortable de s'identifier. Mais là, qu'est-ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu as répondu. Là, j'ai enlevé des bouts, puis j'ai copié-collé parce que là, je vois des fautes, mais c'est pas moi. J'ai vraiment copié-collé, parce que j'ai un dossier que je garde des perles comme celle-là, de toutes sortes, des lettres d'amour, oui, c'est ça. Et en fait, je l'ai ressorti pour exprimer vraiment, tu sais, aujourd'hui, où on est établi, on a la crédibilité, puis c'est vrai que les organismes viennent vers nous. Je dis encore nous, c'est ça, hein, c'est ça que je disais, je dis encore nous. Mais on ne réalise pas à quel point presque les 10 premières années ont été extrêmement difficiles. Puis l'image du caillou, c'est celle que j'utilise tout le temps parce que là, puis Hélène, elle nous en parlait souvent aussi, mais parce qu'elle ne fait du porte-à-porte. C'était vraiment ça, là. Puis là, c'était comme, tu sais, l'affaire de bonne femme. Là, c'était vraiment l'affaire de bonne femme, puis qu'est-ce qu'ils ont à chialer? Tu sais, c'est quoi l'affaire de bonne femme? Et c'était très, très difficile. Alors, ça, c'est nos premières AGA, on voulait regarder, je pense, des fois, on devait être 5. Tu sais, je veux dire, il n'y avait pas un chat, là. C'était zéro intérêt. Rappelles-tu, Karine? Non, fait que on était peu. Mm-hmm. On était très peu. Fait que les débuts ont été vraiment très, très difficiles et ça a pris beaucoup de persévérance. Puis c'est parce qu'Hélène, elle a une méchante tête dure puis qu'elle lâche pas un pitbull, là. Tu sais, elle lâche pas. Elle lâche pas. Puis heureusement qu'on l'a eu d'ailleurs à 3/4 de temps, mais maintenant, on a pu l'engager à temps plein quand même. Mais fait que c'était juste pour illustrer. Je n'ai pas trouvé ma réponse. Dans le temps, je n'étais pas très sage. Fait que probablement que je n'ai pas répondu de façon très polie. C'est ça. Mais puis là, en plus, j'ai enlevé des bouts, là, parce que lui, il était tout à fait en faveur quand les filles comptent ses 2 points, les gars 1 point. Il y avait une liste d'affaires qui justifiait la discrimination. En sport, c'est justifié discriminer parce que les filles, qu'est-ce qu'ils voulaient, sont plus fragiles, sont moins bonnes, sont moins vite, sont moins toutes. Mais voilà, fait que c'était. J'en ai d'autres aussi, mais voilà, c'était celle-là qui était. On veut savoir c'est qui, hein? En tout cas, une autre affaire. Ouais. Il est retraité. Je peux dire ça. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on a quelque chose d'écrit qui est partageable, mais vous êtes conscient et consciente qu'il y a tous les noms écrits, non documentés, non filmés, non enregistrés, à travers laquelle on n'a pas affronté, mais ce qu'on accueillait, recueillait. Puis ça prenait un groupe qui se soutienne un petit peu pour pouvoir
continuer dans cette direction-là. On a la mise en place, puis il y a une consolidation qui se fait à travers les formations qui continuent de se faire, la boîte à outils qui prend de l'expansion. Il y a des nouvelles personnes qui arrivent à Égalaction, puis moi, j'aime ça dire que Égalaction est teintée de chacune des personnes qui l'ont habité pendant 2, 3 ans, 5 ans, 17 ans. Fait que oui, il y a des ancrages, un noyau, mais après ça, c'est toutes ces personnes-là qui ont fait que ça se transformait. Quand on dit on se projette vers le futur, mais aussi il y a des gens du futur qui arrivent avec nous. Pas des gens du futur, non, mais je dis, c'est ouh! Hey, c'est hot, ça! C'est bon! Et là, regarde, tout le monde s'est réveillé. C'est toi, ça! C'est Annie! Oui! Qui pense, mais c'est beau parce que quand on est dans cette posture-là, je pense que toute organisation peut constamment se transformer. Puis c'était la posture. On a eu l'accompagnement, c'est 50-50 qui a duré un certain nombre d'années, puis qu'aujourd'hui s'appelle l'accompagnement des fédérations sportives, puis du 1-à-1 qui peut se faire. Le partenariat, il y a une diapo qui le démontre aussi, mais c'est plus que les organisations où la mission est sensiblement pour les filles et les femmes en sport, mais toutes les autres organisations qui sont en place, donc ce partenariat croissant. On avance, puis on avance encore plus. On a de la consolidation des outils, on en développe davantage, mais il y a de l'influence qui peut se mettre en place différemment qu'Hélène qui va du 1-à-1 cogner aux portes, t'as dit? OK. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, c'est ça? Et même moi, là, j'apprends des nouvelles langues. Gen Z, ouais. Ouais. Mais c'est pas grave, je m'en vais d'en traduire. Il y a eu, donc dans l'influence, l'accueil sur le territoire québécois de ce balado Jouer comme une fille a fait la différence parce que là, on rayonne, puis on est capable d'aller chercher plus de monde que la petite cogner aux portes, porte-à-porte, que du porte-à-porte. Cette notion de collaboration-là, là, je peux aller beaucoup plus loin, mais la notion d'influence fait qu'on vient vers nous aussi pour dire, bien, on veut votre apport. Donc, Égalaction, oui, se projette dans le futur, mais il faut construire son identité sur ces 25 années-là et notre présence accrue là, pour les réseaux. Il y a plus que ça, mais ça donne un peu la posture de ce qui se construit. Dans tout ça, j'arrête pas de le dire, là, donc se projeter vers le futur, c'est du renouvellement constamment. Et oui, la pérennité, l'image de marque qui a été changée d'ailleurs, qui est là partout, qui est super, qu'on est fait. Même on a notre petite mascotte qui est là-bas. On a ajouté, quand on se questionne, donc renouvellement, puis cette notion de cette organisation-là est pérenne on est encore utile, possible. Je suis en train de répondre à notre dernière question, mais bon. Mais quelque part, se questionner, c'est aussi voir, quand on a démarré au départ, je vous ai dit, on s'est posé la question, qui sur notre CA? Il y avait une raison d'être à l'époque, 2002, 7 janvier, pour dire, bien, ça va être des femmes sur notre conseil d'administration. Puis la raison, c'est qu'il n'y en avait tellement pas dans les fédérations qu'un levier pour certaines femmes, on espérait dans notre tête philosophique, c'était que ça soit un tremplin vers leur propre fédération. De l'expérience pour pouvoir dire oui aux opportunités qu'on leur présenterait ou aller même cogner aux portes. Mais ça a changé. Fait présentement, c'est nous-mêmes. On revient vers nous pour dire, bien, on peut avoir des personnes sur ECA, ajouter les personnes alliées. Là, j'ai dit personnes alliées au niveau du gala et l'équipe étoile qui sont des avancements. Il y a tellement de femmes qui rayonnent sur le territoire du Québec. Mais là, il faudrait qu'on pense que 6 prix à notre gala, c'est peut-être pas suffisant. Fait que comment ça s'est transformé? Puis il y a différentes idées, puis ça ne vient pas de moi, mais c'est teinté, ça vient de l'équipe, ça vient des personnes qui arrivent puis qui donnent leurs idées futuristes. Juste un petit aperçu, à la présidence, au cours des 25 années, on est passé à travers 3 personnes. J'ai dit ancrage, Guylaine qui a fait 14 ans, Isabelle qui est ici et qui pour 14 ans. Ouais. On a, dans la composition de TIA, j'en ai parlé, donc femmes uniquement, l'ajout des hommes. Puis je ne me trompe pas, hein, Kim, tu peux me corriger s'il y a quelque chose. C'est tout beau. Et au poste de DG, 25 années, ben, on a eu cette Hélène Lauzon, Kim Dupré et Julie qui a fait un passage avec nous et présentement, Kim qui est notre DG à Égalaction
25, j'aurais cru. Oui, on aurait pu mettre 25 jusqu'à 35, c'est juste pour... Oui. C'est juste envoyer un message. C'est juste 10, vous autres, c'est 14. Ouais. J'ai juste un peu d'avance. Finalement, quand on parle, encore une fois, quand on parle d'histoire, on parle de faits. Donc, c'est quelque chose qu'on peut vérifier. Quand on parle d'une organisation, moi, j'aime nous dire, oui, on construit notre curriculum vitae. Fait que vous pouvez voir qu'est-ce qu'on a accompli. Oui, c'est à travers les années, mais quelque part, notre identité maintenant, elle a ça, mais elle continue de se construire dans le futur. Voilà. Des questions, des réactions. Allez, je la remets. Ah non, c'est correct. On est rendu là. Alors, on a une grosse question existentielle à partager avec vous. Ça paraît bien, si tant de progrès ont été réalisés. Pourquoi est-ce qu'on a encore besoin d'égale action? Dites-nous-le donc. Parce que là, il faut qu'on convainque là, du monde. Kim va prendre des notes. C'est ça. Donc. Mais je garde tout ça. Fait que je vais te les donner après. Je vais aller vite sur les stats. Ah oui. OK, fait que on a le droit de réviser là. Ah oui. Ça, pour les prochaines générations. Encore un petit 30 secondes. Garde-fou, c'est bon. Tu veux qu'on partage les réponses? Ah. Hey, ensuite. Tu parles des réponses du questionnaire? Des réponses? Oui, bien, en fait, ce que je présente après, ce qu'il y a. Oui, OK. Je vais te laisser embarquer. Okay. Alors, on va enchaîner. En fait, ce que je comprends, c'est que Kim, tu as encore une job. On peut écrire confirmé 2035. Oui. Parce que le rôle de direction est vraiment une équipe qui travaille à ça. Oui. Donc, fait que Sylvie va reprendre un peu sur... parce que nous, évidemment, quand on a posé cette question-là, on se l'est posée également à nous-mêmes. Puis on s'est dit, bien, on va aller voir pourquoi, effectivement, Égale Action a tout à fait encore sa place dans le système. Oui, informellement, parce que oui, c'est ça, on discutait. Puis moi, j'ai déjà pensé vraiment, là, il ne faut plus qu'on existe. C'est ça notre vision à long terme. Ça faisait bizarre, hein? Mais maintenant, je fais, mon Dieu, pour toutes les raisons que vous avez énumérées, oui, on peut mesurer ces éléments-là. Mais moi, je vais aller ailleurs. Il y a encore tellement à faire dans la recherche. Le corps des femmes. Il y a beaucoup de connaissances à approfondir. Fait que moi, je pense que Égale Action va devenir une expertise incontournable. Puis quand je dis ça, j'embarque aussi de dire, mais cette expertise-là, incontournable, suite à des recherches, de savoir comment. Comment, moi, comme entraîneur, je travaille en considérant, encore une fois, là, une meilleure connaissance du corps des femmes, etc. La programmation, même la démographie.
prendre le temps d'étudier, ça va peut-être prendre de l'expertise au sein des fédérations. Puis je compare ça à la médecine. Tu sais, avant, tu allais voir le généraliste, puis là, il disait, ah, OK, t'as ça, tu repartais. Mais là, c'est comme, oui, mais là, il faut aller voir un pour le dermatologue, ton oreille gauche, ton oreille droite. Cette expertise-là qui prend de l'expansion, bien, c'est un petit peu la même chose selon moi. C'est qu'on va exister pour des raisons, pas de bienveillance, mais au-delà de ça. On veut exister pour le bien-être, la performance, mais ajusté, adapté à la personne qui est desservie. Ça, c'est mon point de vue. Vous pouvez le signer aujourd'hui, 2026. Sylvie Belliveau. On va le replacer dans 25 ans, OK? Là, je vais vous shooter plein de stats, là. Fait que je vais aller vite, je vous le dis, mais sachez que sur le site du Lab, tous nos rapports de recherche sont là, fait que vous pouvez aller voir ces chiffres-là, mais c'est pour dire exactement ce que vous avez identifié, c'est qu'effectivement, si on regarde au niveau de la participation des garçons et des filles au niveau du sport fédéré, ça bouge pas, là, ça bouge pas. On a encore une fille pour 2 gars, c'est vraiment, on a des problèmes. Si je regarde les coachs, et puis là, ça comprend toujours tous les niveaux de coaching parce que vous savez comme moi que plus on monte, plus c'est comme ça. Je n'ai pas les chiffres de 2026, mais en 2024, la délégation canadienne, on avait combien d'entraîneurs féminins? 9 Puis effectivement, c'est souvent ces femmes-là qui sont là depuis quelques années. Là, la relève n'est pas très là. Fait que ça, c'est tous les niveaux. Fait qu'on comprend que avec les femmes sont tellement bonnes avec les enfants, on est tellement maternelle que c'est normal qu'on nous confie le coaching des enfants. Mais pour les athlètes de haut niveau, c'est une autre game. Si on regarde les officiels, même chose. Fait qu'on voit, il y a vraiment des enjeux qui sont extrêmement difficiles à défaire. Les DG, alors là, c'est les 22-23, on est en train de collecter nos dernières stats. Fait qu'on voit quand même que si les postes vacants étaient comblés par des femmes, bien, ça serait une bonne nouvelle. Mais rien n'est moins sûr. Mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a un potentiel. Ça comme ça, si on veut être positif. Si on regarde les membres du CA, ça aussi, même chose en termes de membership. Quand on va au niveau des directions, des présidences, là, ça change un peu. Et là, j'ai piqué les stats à Lou, qui est venu présenter dans mon cours et qui est notre spécialiste des médias. Alors, vous avez identifié dans Pourquoi Égalaction a besoin d'être là encore, bien, effectivement, les chiffres sont tout le temps faméliques. Et même, bon, cette étude-là ne tenait pas en compte l'impact de la victoire des Roses, mais selon mes 2 spécialistes, Ève qui a aussi travaillé avec la médiatisation de la victoire et Lou, ça n'a pas eu un gros. Tu sais, c'est comme on est tellement famélique que même si on augmente, ça ne paraît pas bien, bien. Oui. Ça veut dire un bulletin de nouvelles, par exemple. En ce moment, vous feuilletez les pages de vos journaux. Vous avez remarqué qu'on ne parle que d'une chose, du Canadien de Montréal, alors qu'on a les deux. Très bien, qui sont aussi. Donc, c'est mixte, là, mais on pourrait mixte petit astérix égale à peu près, on a à peu près du 6 là, de femmes dans le 10 fait que ça pourrait être encore pire. Parce que si on regarde par le contenu, fait ce tableau-là, il est vraiment intéressant parce qu'à gauche, c'est le poids relatif du média. Fait que si vous regardez le dernier Club Illico, tu dis « Ah, wow, 33 de contenu féminin. » Ouais, mais c'est parce que leur poids médiatique, c'est 0,5 ça veut dire qu'il n'y a pas grand monde là. Alors, si on regarde vraiment les médias qui ont le plus de poids, donc plus de visibilité, plus de gens, plus le viewership qui est plus grand, bien là, vous regardez, les stats sont, c'est ça, déprimants. On va se le dire. Je veux dire, ça. Puis là, ces temps-ci, là, je ne sais pas si vous. C'est tellement flagrant. Le Canadien fait ombrage à la victoire de façon indécente. Ça n'a pas de crise de bon sens. Là, Mané, il faut sacrer, là. C'est ça. C'est ça. Fait que on voit qu'il y a vraiment, les chiffres sont vraiment terribles. Si on regarde au niveau vraiment canadien, bien, regardez les stats, là. C'est Lou, tu peux beurrer épais si tu veux, là. Paye-toi à la traite, mais c'est ça. Ça bouge pas, hein? Mm. Ça bouge pas. Ça bouge pas quand on regarde les études. Puis des fois, au Canada, on se pète les bretelles,
On n'est pas meilleur, on est des pires aussi. Le mythe de l'égalité canadienne, là, que ça va bien ici, mais ça va pas bien. Là, c'est aussi ça prend en compte le Canada anglais. Je pense qu'il y avait une fracture entre ce qu'on trouvait dans le Canada anglais versus en français. Puis c'est je ne sais pas si ça va être dans votre live, mais c'est aussi les personnes qui en parlent. Oui. De quoi on parle et à qui en parle, qui sont ces personnes-là qui écrivent sur le sport. Ben, je vous annonce que c'est bon, ça change. Ça aussi, ça stagne énormément. Donc, beaucoup de travail. Donc, là, on est, en fait, on va plutôt y aller de même, là, genre, on jase là, tout le monde ensemble. Là. Si demain matin, Égal Action n'est plus là, c'est qu'est-ce qui va manquer dans le système concrètement? Là? Mettons, demain matin, on dit, OK, on met la clé dans la porte, là, comment vous vous sentez, là, à part de pleurer votre vie, là, mais qu'est-ce qui va manquer? Allié, oui. Le lien entre le terrain et la recherche. Le lien entre le terrain et la recherche. Référence. Pas de Kleenex. Oui? Oui, moteur. Oui, j'ai été un peu. Mais c'est un point de rassemblement, en fait. C'est comme. Ça permet d'insuffler. Oui. La force du groupe aussi, là, le nombre, de savoir qu'on n'est pas tout seul, sortir de l'isolement, avoir. C'est ça, quand on a des questionnements, pouvoir aller poser des questions, besoin de soutien. Effectivement. Fait que oui, on pense qu'il y a encore du travail. Alors, quand est-ce qu'on va pouvoir dire mission accomplie alors que l'égalité entre les hommes et les femmes, ouais, je me suis amusée avec Jiminy, tu sais, donc c'est là. Mais je l'écris quand même, c'est pas mon œuvre, là, c'est là. Alors, quand est-ce qu'on va pouvoir dire mission accomplie? Le fameux 50-50, partout, partout, partout. Mettons mission accomplie, mais là, Égal Action n'existe plus. L'importance de réfléchir à cette question-là existe plus. Ça veut... Écoute, Karine, on dirait que je t'ai payée. Parce que ma prochaine diapo, c'est qui? Simone de Beauvoir. En plein ça. Actuellement, on l'a en pleine face. Alors, tu sais, on veut pas être, on veut pas que tout le monde sorte en broyant quand même, là. Mais c'est vrai qu'il va toujours falloir rester vigilante et vigilant également. Moi, l'idéal, tu sais, ça serait moins la parité, parce que ça ne me dérangerait pas que dans un sport, il y ait plus de femmes qui jouent que d'hommes, mais tu sais, ce serait plus. Moi, j'ai des amis, elles ne jouent pas avec la balle, elles ont dit elles avaient peur des balles, tu sais. Parce qu'il y a longtemps, tu sais, pendant leur éducation, c'était pas. Ils n'ont pas appris, ouais. Ouais, ça, alors moi, j'aimerais juste, on va jouer à la balle, bah, tu sais, tout le monde en parle parce que c'est le fun de jouer à la balle. Mais c'est beaucoup une question de choix, en fait. Tu sais, je pense que si j'ai le choix, le vrai choix, et que je peux faire vraiment ce que j'ai le goût de faire, puis c'est la même chose pour le petit gars qui veut faire du ballet, puis la petite fille qui veut faire de la boxe, du Ultimate Fight, que je ne sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple-là, mais c'est ça. Est-ce qu'on a vraiment le choix tout le temps? Puis c'est là où je pense qu'on n'est pas rendu. Ne vous inquiétez pas, on va vous donner les réponses à vos questions. On ne vous laissera pas partir dans le vide comme ça. Mais quand même, je pense que cette citation-là, je l'ai tout le temps dans mon bureau. Puis pour moi, c'est vraiment important. Si on baisse la garde, bien, Puis il y a même des organisations où ça allait bien, puis là, tout à coup, ça dépend des gens qui sont là, même dans ce que vous avez écrit tantôt dans vos réponses, effectivement, quand ça tient juste sur une femme ou sur une personne alliée, puis là, cette personne-là à part, puis là, tout s'effroie. Fait que cette notion de pérennité, Sylvie et moi, ça fait des années qu'on en parle. Puis même, moi, mon poste à l'université, là, je pars bientôt, là, puis je capote, là, tu sais, là, j'en ai une, je l'attache après moi quasiment, là, puis j'espère qu'elle va avoir le goût de faire ma job, là, parce que c'est fou, là, c'est vraiment peut-être Ève un jour qui sera là aussi, pauvre elle. Alors, quand même, en conclusion plus positive, avant de donner vos réponses,
Si on y croit, puis je pense que Galaxion en a fait la preuve aussi. Ne doutez jamais qu'un petit groupe de citoyens réfléchit. C'est Margaret Mead, je m'excuse, j'ai oublié d'inscrire le nom de Margaret Mead qui a fait cette citation-là. Parce que quand on pense aux grands changements, ben, ça passe souvent d'une personne, d'un petit groupe de personnes qui y croient, qui foncent, puis ça fait que ça change. Alors, avant de tomber dans les questions, on va quand même vérifier vos connaissances. Fait que là, c'est sûr qu'on a donné quelques réponses là, en cours de route. Là. Alors, je vais y aller avec Canada-Québec. Donc, notre première question. Alors, qui, en 2028, qui est ce groupe de femmes en athlétisme? Comment s'appelait-elle? Le Matchless Six, effectivement. Donc, elles ont gagné le classement par équipe en athlétisme, ce qui est vraiment un exploit du temps. Donc, les Matchless Six. La deuxième question, c'est qui la skieuse québécoise, première nord-américaine qui a remporté une médaille d'or olympique en ski alpin? Non, Lucille Wheeler en 1958 et elle venait en fait de Saint-Jovite. Oui, effectivement, puis c'est vraiment elle qui a ouvert la voie au ski alpin chez les femmes au Canada. La troisième, il y a beaucoup de Sylvie. Alors, première médaille d'or individuelle, été-hiver ensemble. Sylvie Bernier, effectivement, Los Angeles aux 3 mètres en 84. Et qui détient le record du plus grand nombre de médailles olympiques? Penny, c'est Penny Oleksiak. Alors, l'athlète olympique la plus décorée, ça a été la première, donc athlète à seulement 21 ans. Numéro 5, en 92, Myriam Bédard est devenue une éconte, puis en 94, elle a réussi un exploit encore plus grand. Lequel? Elle demande si elle est enceinte. Porter-drapeau. Elle a gagné 2 médailles d'or au 7,5 et au 15 km. Et c'est la seule athlète nord-américaine à avoir réussi le doublé en biathlon. Alors, voilà. De doubler, oui. OK, tu pensais que c'était une épreuve? C'est bon. Ah, la question 6, on ne savait pas quand je l'ai écrit, mais quelle est la réponse? Alors, hockey féminin, la seule athlète à avoir marqué le but gagnant lors de 2 finales, hommes et femmes confondus. Captain Clutch! Yes! Marie-Philippe, tout à fait. Le trophée Lou Marsh, qui s'appelle maintenant le prix Northern Star, récompense l'athlète canadien de l'année. C'est qui la première femme qui l'a reçu en 1937? Ça, c'est dur. Moi-même, je ne savais pas. Moi aussi, c'est la seule que je connaissais, fait que j'ai dit Barbara Ann Scott. Non, c'est Phyllis DeWar. C'était une nageuse apparemment exceptionnelle, puis elle se faisait appeler Phyllis la sirène. Mais je ne la connaissais pas. Et la dernière, qui peut être des fois tricky, quelle athlète canadienne est la première à avoir participé à 3 Jeux olympiques dans 3 sports différents? Alors, c'est Georgia Simmerling. Alors, Georgia Simmerling, en 2010, a fait le ski alpin, en 2014, le ski cross, puis en 2016, cyclisme sur piste, elle a gagné la bronze. Là, je disais, comment ça, je ne connais pas ce nom-là. Je m'auto-flagellais. Elle l'a fait au hockey et au softball en 2000. Il y a eu le softball une année aux Olympiques. Elle était là. Félicia a été sprinteuse en athlétisme et bobsleigh. Fait que 2 sports, elle aussi. Mais c'est vraiment Georgia qui a... alors, voilà. Et ça nous amène... aux questions à l'international. Bon, ben là, la première, si vous ne l'avez pas, là, j'abandonne. Alors, c'est Alice. Donc, première question, c'est Alice qui a démarré les Jeux olympiques féminins. En quelle année les femmes ont été autorisées, on va savoir si vous avez été attentive et attentif, en quelle année les femmes ont été autorisées à faire le marathon? En 84, c'était sa slide. En 84, effectivement, à Los Angeles, et c'est l'Américaine Joan Benoit qui a gagné.
Oh, la 3 aussi, des fois, on peut... qui est la seule athlète qui a gagné les 4 tournois du Grand Chelem et l'or olympique la même année. En tennis, vous aviez compris, je n'ai pas dit. Alors ici, on a Serena, une fois. Steffi Graf. C'est Steffi. Steffi Graf. Elle a réalisé cet exploit en 1988. Ça aussi, c'était sur une diapo. Alors, The Battle of the Sexes, contre qui Billie Jean en fait, qui a-t-elle battu? Le super Bobby Riggs. Même chose pour la question 5. Alors, Catherine, qui a participé au marathon alors qu'elle n'avait pas le droit, elle s'est inscrite sous quel nom? Covey, exactement. Donc, Covey Switzer. En 62, ça, j'avais aucune idée. Gertrude Ederle a battu le record du monde, homme inclus, de la traversée de la Manche de plus de 2 heures. Quelle était sa nationalité? Américaine, effectivement. Alors, Gertrude, qu'on n'aurait pas pensé que c'était un nom américain, mais oui, c'était une Américaine. Quelle skieuse alpine détient le record du plus grand nombre de victoires en Coupe du monde, tout genre confondu, avec 86 succès? C'est Michaela Schifrin. Yes, c'est Schifrin. Elle a dépassé le légendaire Ingemar Stenmark, qui était la superstar. Et en quelle année le football féminin est-il officiellement reconnu par la FIFA avec l'organisation de la première Coupe du monde? On a la réponse ici, c'est bien 91 et c'était en Chine. Et elle a été remportée par, ça a été remporté par les États-Unis qui ont gagné la première Coupe du monde. Et en quelle année Sylvie Béliveau a-t-elle coaché en Coupe du monde en soccer? 95, qui dit mieux? En quelle année Sylvie Béliveau a coaché l'équipe nationale en Coupe du monde? 95? 95. Ben, je voulais la source première. Oui. Moi, j'étais en Chine en 91 pour la première Coupe du monde. On ne s'était pas qualifié, mais là, il fallait bien avoir les standards qui n'étaient pas télévisés. Fait que le seul moyen, c'était de la cogner à la porte et d'y aller. C'était pas tellement... C'est récent quand même. Fait que ça nous amène questions, réflexion, discussion. Puis on en profite pour annoncer, effectivement, n'oubliez pas qu'il y a le gala Femmes d'influence le 27 mai. Oui. Oui. Sylvie, viens avec moi. J'ai aimé ton intervention. Tu disais, bon, 50-50 partout. Est-ce que c'est une utopie versus, non pas que je ne crois pas à l'égalité de loin de là, mais ça veut dire jusqu'où est-ce que c'est l'idée de ne plus avoir de barrières systémiques, d'avoir une accessibilité et des opportunités qui devraient être le focus, que les chiffres nous aident à évaluer, à suivre cette évolution-là, mais justement, il y a des sports qui sont déjà à prédominance féminine et qui vont peut-être le rester d'une certaine façon, tout comme d'autres sports qui pourraient ne jamais arriver, mais que les opportunités ou les barrières. Et tu sais, c'est un débat philosophique, là, mais je me pose souvent la question de ça. Moi, je l'ai vécu, ça. C'est que quelque part, en autant que l'intérêt n'est pas freiné. C'est pas comme si, hey, là, viens, là, c'est ça, je veux que tu viennes jouer à mon sport. Là. Mais moi, je voulais jouer, puis non, on n'organise pas des ligues pour les filles. Là, je fais, ça me tente de jouer, c'est ça que je veux faire. Là, j'exagère dans c'est ça que je veux faire, là, parce qu'on était multisport pas mal. Mais il reste qu'il y avait cet obstacle-là. Si on disait non, on n'écoutait pas. Fait que si on écoute, puis que dans l'écoute, j'ai pas de passion pour ça, là, ben on ne tire pas dessus. C'est comme la fleur qui pousse, mais il y en a qui veulent faire ça. Tu sais, l'enjeu des sports d'équipe, Camille, je te regarde parce qu'on en discute, c'est que ça prend une masse. Le volume fait la différence dans ce qu'on va créer, dans le développement, pour qu'éventuellement, il y ait de la relève pour la Ligue pro. Fait que comment on construit là-dedans, puis je pense que des fois, il y a de l'intérêt, mais on l'épuise, cet intérêt-là. Fait que moi, je dis oui, mais il faut être prudent. Oui, parce que le défi aussi, c'est
sais, c'est qu'actuellement, ça reste qu'il y a encore une majorité de filles et de garçons qui sont vraiment socialisés dans le système actuel, ce qui fait qu'on n'encouragera pas nécessairement les filles à développer leur plein potentiel sur le plan physique. On est encore, pour une bonne majorité de parents, très protecteurs de nos filles. Attention, ne monte pas trop haut, cours pas trop vite, tu vas tomber, tu vas te faire mal, sois gentille, bats-toi pas. Puis ce qu'on voit, la différence, c'est que les filles qui sont élevées dans des familles où le sport était vraiment une valeur importante, puis souvent, ces filles-là vont dire qu'il y avait des frères puis qui ont appris à se battre très jeunes, puis à se chamailler, puis à prendre leur place, puis tout ça. Fait que ces filles-là, ils ont appris à bouger avec leur corps, à utiliser, puis à tester leurs limites. Tu sais, les filles, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on adopte une pratique d'activité physique et sportive plus longtemps? Parce qu'on se sent bon. Tu sais, quand même, là, tu ne fais pas exprès pour aller à une place sous tes poches, là. C'est humain, là. Mais fait que si tu n'as jamais appris à développer certaines habiletés, bien, c'est sûr que tu n'iras pas dans certaines pratiques sportives. Alors, c'est pour ça que de se battre pour le 50-50, c'est qu'il faut à la fois qu'il y ait plein de modèles qui fait que plus ça va aller, plus les parents vont dire, ben oui, ma fille, l'enfant, elle veut faire de la boxe, bien qu'elle fasse de la boxe, tu sais. Puis tout de suite, quand elle va être jeune, je vais la pousser, là, puis ouais, on va chamailler un peu. Mais les filles, on est tout le temps dans la restriction. Puis j'ai toujours un TEDx, là, une femme, malheureusement, dont j'oublie le nom, ça vient avec l'âge, j'oublie les noms, fait que vous en pas, n'est-ce pas, Sophie? Fait que c'est... Mais qui disait « Teach girl bravery, not perfection ». Puis par rapport à la pratique sportive, c'est tellement important, tellement important. Puis on le voit encore aujourd'hui, même les athlètes qui arrivent à un certain niveau, leur côté féminin reste très présent. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Je suis une vraie fille pareille. On est maquillée, on fait les mêmes. Tu regardes la Ligue professionnelle de hockey, de soccer. Je dis là, tabarouette, les filles, on coach. Il y a 2 ans, ma blonde coachait au secondaire. Elle a dit là, il faut qu'on arrive une demi-heure avant parce que les filles, ça se peigne tout. Puis là, elle était là, ouais, mais c'est parce que les filles, vous allez suer, là. Tu sais, que, ah non. Là, je dis, une chance, je n'étais pas athlète dans ce temps-là, j'aurais mouru. Mais, fait que, alors, c'est un équilibre très fragile, comme Sylvie a dit. Puis, on parle de socialisation. Fait que ça, c'est compliqué, mais à changer. Mais c'est pour ça qu'il faut que ça soit hyper exposé, puis vraiment là. Et c'est pour ça que actuellement, je pense que le 50-50, c'est la voie. Mais ultimement, c'est que la petite fille, pauvre Camille, on te spot tout le temps, parce que là, c'est le hockey, on est dedans, là. La petite fille qui veut jouer au hockey, actuellement, il y en a plusieurs, ils n'ont pas de place. Il n'y a pas de place, à moins de jouer avec les gars. Ça, c'est si l'équipe masculine accepte que... Parce que la fille va prendre la place d'un gars. Fait que, tu sais, c'est tout ça. Fait que c'est complexe, là. Mais moi, je suis encore dans le 50-50, dans le prélat. Mais en espérant que, au bout du compte, c'est le choix. Je veux faire du ballet, je veux faire de la natation artistique, je veux faire de la ringuette, je veux faire du ping-pong. Tennis de table. Tellement. Non. Non, les parents, c'est un enjeu épouvantable ces temps-ci, là. Je ne sais pas, ils voient tous les enfants. Oui, c'est pénible. Moi, je dirais, on est encore au porte-à-porte. Par exemple, on a nos formatrices qui font les formations, puis il y en a une qui a dit à Sabru, elle a une petite fille, puis elle a fait, tu peux y mettre des robes, là, tu peux la maquiller, mais pour qu'elle soit active, puis qu'elle apprenne à bouger, puis être confortable dans son corps, qui est en mouvement, mais il y a un legging. Elle a toujours fait ça. Il n'y a pas de frein. Quand on parle de frein à l'impulsion d'un enfant à bouger, parce que c'est ça, ça commence avec cette impulsion-là, tous les enfants naissent pour bouger. Bon, il n'y en a pas qui naissent pour dire. Quelque part, c'est les freins qu'il faut observer, puis les freins, malheureusement, puis c'est délicat, hein, parce que quand tu parles aux familles, ben non, moi, ma fille, non, mais on ne s'en rend pas compte, cette fragilité-là, et ces freins par des vêtements, par des souliers. Puis moi, ça, j'en ai vu, là, puis je le raconte dans mes formations. Là, le parent, moi, je fais un cours de coach. On est sur un terrain synthétique. À l'époque, c'était quelque chose. Là. On était sur un terrain royal, puis ses enfants y arrivent après. Puis il y avait un petit garçon et une petite fille. J'étais, moi, dans cette posture de croissance-là personnelle, d'observer, puis de dire, c'est-tu vrai? Peut-être c'est plus vrai. Je suis toujours en train de me dire, peut-être qu'on est rendu ailleurs. Et finalement,
Ben, le petit gars, il s'en va sur le terrain. Son père, il dit, tu veux marcher sur du terrain synthétique? Il est allé frapper des balles, le ballon, au but. Son père d'un but, c'était le fun. Mais la petite fille est restée à côté de sa mère, une petite sandale. Puis c'est correct qu'elle ait des sandales et une robe. Mais je comprends que le frein à dire, hey, moi aussi, c'est un terrain synthétique. Hey, je n'ai pas la logique pour dire, mais ce n'est pas pour les filles. C'est pas l'enfant qui parle. Et qu'est-ce qui freine? Fait que ça, pour moi, c'est du travail encore pour qu'il va rejoindre les parents. Et juste le legging, ça a changé la vie d'une petite fille au porte-à-porte. Hein? Oui, c'est ça. Puis, non, mais c'est vrai. Puis, des fois, mettons, c'est une journée, tu venais essayer le skate, puis les petites filles arrivent en robe avec des sandales. C'est sûr, c'est plus difficile pour elles d'apprendre à pousser en skate versus son frère. Des fois, il est plus jeune, mais lui, il y a des running shoes et des pantalons. Déjà là, ben, tu te sens plus à l'aise. Puis combien de narratifs partez aujourd'hui, puis allez juste être à l'écoute, mais à la limite noter puis nous l'envoyer, ça fait le fun. Mais noter le narratif qui instaure la peur plutôt que d'instaurer la confiance. Puis comment retravailler cette notion de confiance-là. Et c'est encore, puis moi, je prends ça d'un apprentissage récent d'une experte en développement de l'enfant, là. Et la notion de le faire à la place, quand on fragilise parce qu'on est là et qu'on aide le mouvement, versus laisser la confiance, ça part de là, hey, t'es pas capable de le faire toute seule, donc je vais être avec toi. Et là, la fille apprend à plaire aux parents plutôt qu'à être à confiance dans ses mouvements. Si tu viens m'aider, on ne le dit pas avec des mots, mais si tu viens m'aider, tu es en train, moi, je vais le faire, le mouvement, je ne suis pas prête, mais je vais le faire pour faire plaisir aux parents. C'est différentes notions. On rentre dans des détails là, de qu'est-ce qu'on peut observer qui fait la différence. Au bout du compte, dans la dualité, c'est un autre élément que tu as nommé. Mais cette dualité-là, quand tu joues avec une cuisinière, des poupées, peu importe, mais quand tu joues à deux puis que tu es dans la collaboration, c'est très beau et ça t'amène un bel héritage. Mais ça ne t'amène pas cette confrontation-là, peut-être, que tu dois construire. Déjà, merci beaucoup pour cette présentation. Et puis, ça m'a quand même beaucoup marqué, là, honnêtement, quand vous avez fait par la lecture du courriel. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit là. Mais je trouvais ça top. Et puis, et ça, ma question, c'est là, maintenant, Égal Action arrive à un autre stade. Et puis, j'ai vu le chandail l'a lancé. Il y a d'autres organisations qui existent, même, par exemple, comme dans le sport aussi. Ouais. Et donc, pas qu'il n'y a plus le monopole légitime de la parole, de l'avancement dans le sport, mais comment est-ce que maintenant vous gérez cette place-là avec d'autres acteurs institutionnels? Parce que j'ai vu qu'il y avait l'importance des partenariats, mais c'est ça, comment est-ce que vous voyez ça? Comment c'était ACAF, SAT, quelque chose de même? Fait qu'au début, on était tout. La beauté, c'est qu'on ne peut plus desservir tout le monde avec 3/4. J'exagère 3/4 parce qu'on s'impliquait aussi comme conseil d'administration, ce qui n'est plus le cas et c'est sain pour l'organisation. Cette multiplication-là, elle est nécessaire. Quand on dit qu'on ne veut plus exister, on le voit, il y aura toujours une place. Mais il y a de plus en plus de la collaboration qu'on voit, ces différents mandats. Qu'est-ce qu'eux peuvent faire qui va faire que le monde entier va changer? On est en train de dire que le sport transforme, je vais aller plus loin, la société. L'équité transforme le sport, mais le sport peut transformer une société. Qu'est-ce qu'on véhicule au sein du sport? Mais ça prend probablement de l'expertise, chacun apporte. Moi, je pense qu'il y a de la richesse là-dedans. Après, on apprend, puis c'est le travail qu'on fait, c'est comment on collabore mieux, arrimer les trucs. C'est un nouveau défi, là. Ce n'est pas le courriel que vous avez vu, mais il est transformé. C'est un peu son analogie avec les médecins. Oui, l'expertise. Dans le temps de ma mère, il y avait un médecin dans le village, puis il faisait tout. Puis ça a juste enrichi la médecine qui a plein de spécialités. Puis c'est autant, c'est sûr qu'il y a eu des moments de friction parce qu'en fait, même nous, comme Égal Action, comme organisation qui était encore très fragile, c'est sûr qu'on était très frileuse à dire, attends une minute, là, nous autres, on a eu de la misère à s'installer, qu'est-ce que tu viens faire? Mais là, de comprendre, vraiment de s'asseoir, d'avoir des discussions franches, puis de dire, bien, OK, là, on va. Puis c'est une des raisons pourquoi on a lâché activité physique, Égal Action. C'était extrêmement large comme mandat, ça ne se pouvait pas avec la petite équipe qu'on avait, et de dire, on va vraiment se centrer sur le sport parce qu'il y a d'autres actrices qui arrivent qui
qui sont du côté activité physique, comme Filles actives, Ouais. c'est pas du tout la même chose. Mais avant que tout ça soit clarifié, qu'on revienne, c'est ça, notre mission, notre mandat, qu'est-ce qu'on fait, etc. Mais effectivement, il y a du travail, il y a tellement de travail à faire que plus on est, puis avec cette belle concertation-là, ben ça, mais c'est sûr qu'il y a des frictions, là, on ne se le cachera pas. Là. Oui. Non, l'exemple que je peux donner, c'est moi qui le parle de mes filles. Okay? Quand je suis allée à l'échographie pour voir si c'était une fille ou un garçon, c'était une fille. Là, il y avait l'air déçu. J'étais quand même déçue d'avoir une fille. Tu sais, pourquoi? Ah, je ne pourrais pas faire la même chose que je pourrais faire qu'un garçon. Je dis, OK, mais comme quoi, par exemple? Ben, le jiu-jitsu. C'est lui dans le jiu-jitsu brésilien. Je dis, mais pourquoi tu ne pourrais pas faire du jiu-jitsu si tu pourrais en faire avec elle? Puis là, tu sais, j'ai eu mon autre fille 4 ans après. Mais lui, il faisait déjà du jiu-jitsu avec elle. Fait que lui, il voulait une fille maintenant. Ça lui dérangeait plus. C'est juste, dans une même famille, quand je suis avec les Galaxions, j'étais avec les Galaxions à ce moment-là aussi. Fait que, tu sais, le mélange des cultures, tu sais, le féminisme n'est pas autant bien établi, par exemple, au Brésil. Fait que ce mélange-là dans une même famille, ça fait que, ben, il faut apprendre. Il faut justement transmettre ces notions-là, tu sais, à le mélange, c'est ça. Fait que moi, je pense que ça va perdurer dans le temps encore. Oui. Mais tu vois, les bonnes nouvelles, en fait, tu parles du féminisme, il n'y a pas si longtemps que ça, le secrétariat à la condition féminine, le sport, c'était zéro sur le radar. Là. Oublie ça, là, j'allais cogner aux portes. Puis, je me rappelle, justement, là, en 2002, Suzanne Laberge, Geneviève Deverell et moi, on avait été rencontrer le secrétariat, puis ils voulaient qu'on fasse justement un mémoire pour le gouvernement et tout ça. Puis, c'est mort au feuilleton. Là. On a eu plusieurs rencontres, on essayait de défiler, mais c'est comme le sport, c'était tellement pas là. Puis autant, tu sais, c'était comme de dire, ouais, mais là, il y a la violence faite aux femmes. Fait que, tu sais, le sport, ouais, mais ce que tu comprends pas, c'est que si on fait une bonne job au sport, peut-être que ça va diminuer la violence faite aux femmes. Fait qu'en tout cas, puis là, maintenant, eux viennent vers nous, puis vont dire, ben là, Guylaine, j'ai un lousse, as-tu un projet? Tu sais, avez-vous, puis qui a fait justement un document sur femmes et sport. On n'aurait jamais vu ça il y a 10 ans, là. Fait que maintenant, je pense que la force des Galaxions puis la recherche aussi ensemble a fait en sorte que maintenant, c'est sur l'écran radar du féminisme au Québec, ce qui n'était absolument pas le cas avant. Là. Ouais. Je suis là. J'ai déjà vu, j'ai de plus en plus entendu, j'ai vu l'évolution, c'est de plus en plus une référence à travers d'autres fédérations. Sur l'aspect partenariat, collaboration, il y a un projet qu'on souhaite mener, c'est de créer la cartographie. C'est énormément en évolution dans l'effervescence pour mieux savoir, premièrement, s'assurer qu'on connaisse tout le monde, qu'on se connaisse mieux pour mieux collaborer. Il y a tellement de choses à faire que comment, justement, ensemble, on peut optimiser les collaborations, les synergies pour aller plus loin. Parce que les statistiques, on s'entend, il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, c'est mieux se connaître pour mieux collaborer. C'est vraiment l'optique qu'il y a derrière. Puis ça, c'est un des projets qui va nous aider. Mais la collaboration, c'est beaucoup dans l'action aussi. Là. Fait on le voit d'un bon œil, c'est l'arrivée d'autres personnes qui vont pouvoir justement aller explorer différents angles pour qu'on amène la cause encore plus. Ça nous amène à un autre indicateur. Hein. J'ai vraiment dit 3/4 d'une personne. Ça aurait pu dire, ben là, et là, on est rendu combien? Ben, je ne saurais même pas te dire de façon absolue parce que ça s'est aussi multiplié. Oui. Non, pas les partenaires, même l'équipe. Au sein de l'équipe, il n'y a pas une personne qui n'est pas occupée. C'est comme, finalement, on est 6. Ce qu'Hélène faisait en 3/4 de temps. Mais fait que dans le fond, ça l'évoque, c'est un indicateur. Puis là, je ne parlais pas et les collaborateurs, ça évoque le rayonnement. Puis quelque part, il y a un besoin. Puis tu parlais de référence, là, quand il y a un poste qui ouvre avec Galaxion et nous autres, dans le temps, on n'ouvrait pas le poste, on courait après le monde. Vraiment, tu sais, viens, je te dis, ça va être super, là, tu sais, viens donc. Puis là, on affiche un poste, puis on est enseveli de CV. Comme, wow! Des centaines, pas 22. C'est hallucinant. Moi, ouais, du beau bruit, c'est bon. Du beau bruit. Ouais. Du bébé.
Beau bruit. J'aime aussi l'angle historique de la présentation. Je trouve que ça fait un reality check. On le sait, mais comme, OK, non. On a comme fait un reality check. Je me dis, OK, ouais. Oui. D'un point de vue historique, c'est microscopique. C'est vraiment très, très petit, oui. Moi, je prends 2 secondes aussi pour célébrer parce que vous êtes dans la salle, c'est que vous êtes déjà des acteurs. On parle des organisations, du nombre de personnes qui ont appliqué sur les postes, mais quelque part, il y a des personnes qui travaillent, Rachel, on travaille ensemble, Camille, qu'on t'a nommé déjà, mais vous êtes toutes des acteurs, actrices, puis quelque part, ben, c'est vous ça aussi, Égal Action. Vous êtes Égal Action. Bien, merci beaucoup pour votre attention, vraiment 10 sur 10. Merci. Puis, gênez-vous pas pour partir avec des brownies, du raisin, des biscuits, là.